Bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission depuis Washington. Nous aborderons cette semaine les axes suivants. Donald Trump finalise l'attribution des postes clés du cabinet et de l'administration. Entre défiance et diplomatie, Téhéran se prépare au retour de Donald Trump. Un dialogue verra-t-il le jour ? Je suis Mark Albert et j'ai l'honneur de remplacer Mark Fafley. Alors que le président élu Donald Trump s'apprête à finaliser la composition de son administration, l'attention se porte sur les personnalités clés qui façonneront les orientations de son mandat. Qu'il s'agisse de nominations ministérielles ou de postes stratégiques, chaque membre désigné apporte son expertise, ses convictions et ses orientations politiques spécifiques. Ces choix reflètent non seulement la vision de Donald Trump pour les 4 années à venir, mais donnent également un aperçu des priorités et des dynamiques de sa future politique intérieure et étrangère. Dans cette perspective, il est essentiel d'analyser les figures majeures de cette nouvelle administration, ainsi que les implications de leur nomination. Qui sont ces décideurs influents ? Leur profil oscille entre conservateurs convaincus et pragmatiques réalistes, chacun étant susceptible d'imprimer sa marque sur des questions cruciales telles que l'économie, la sécurité nationale et les relations internationales. Parmi les enjeux, l'impact de ces nominations sur la sécurité des alliés des États-Unis, notamment en Europe, ainsi que sur les relations transatlantiques. Par ailleurs, la politique étrangère de l'administration Trump soulève des interrogations majeures, en particulier sur le dossier iranien. Les premières déclarations et les choix stratégiques laissent entrevoir une éventuelle rupture avec les approches précédentes, oscillant entre un durcissement des sanctions et une renégociation des accords existants. Ce changement de cap pourrait-il intensifier les tensions ou ouvrir une fenêtre pour le dialogue ? Les indicateurs initiaux de la posture de Trump à l'égard de Téhéran nécessitent une analyse approfondie pour évaluer leurs conséquences sur la stabilité du Moyen-Orient. Une autre question cruciale concerne la place des alliés stratégiques tels que le Maroc dans cette nouvelle approche. Face à l'influence croissante de l'Iran en Afrique du Nord et à son soutien des activités déstabilisatrices, le Maroc, tout comme l'Arabie saoudite, attend un leadership américain fort pour préserver la stabilité régionale et protéger leurs intérêts. L'administration Trump devra concilier la nécessité de répondre à ces défis tout en explorant les voies diplomatiques pour réduire les tensions. Une réflexion sur les stratégies potentielles et leurs répercussions à l'échelle mondiale s'impose pour comprendre les enjeux de cette nouvelle ère dans la gouvernance américaine. Pour discuter de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui 4 invités. Tout d'abord, via Zoom, Norman Rule, conseiller principal non résident au sein du projet sur les menaces transnationales du Centre d'études stratégiques et internationales. Fort d'une carrière de 34 ans à la Central Intelligence Agency, Norman Rule a supervisé des programmes majeurs portant sur le Moyen-Orient. Nous recevons également Lincoln Bloomfield, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires politico-militaires. Il a également exercé en tant que secrétaire d'État adjoint pour les affaires du Proche-Orient. Lincoln Bloomfield a occupé des fonctions stratégiques, notamment en tant qu'assistant adjoint du vice-président pour les affaires de sécurité nationale. Je recevrai également le Dr Ramesh Seperad, auteur et universitaire irano-américaine. Elle est professeure de cybersécurité à l'Université du Connecticut et enseigne les études sur le Moyen-Orient à l'Université de Baltimore. Elle préside par ailleurs le conseil consultatif de l'Organisation des communautés irano-américaines qui regroupe 40 sections à travers les États-Unis. Comme à l'accoutumée, nous aurons avec nous Chris Lapetina, notre chroniqueur et directeur de Focus Consulting. Stratège politique, il travaille en étroite collaboration avec le Parti démocrate. Alors avant d'entamer notre discussion, tournons-nous vers notre correspondant Jian Mansour pour suivre ensemble le reportage suivant. Nous vous écoutons, Jian. Je vous remercie, Marc. La composition de l'équipe gouvernementale par le président élu des États-Unis, Donald Trump, constitue une étape clé dans l'un des épisodes les plus marquants de la transition politique américaine, à la suite d'élections à la fois captivantes et déterminantes. Étant donné le rôle stratégique des États-Unis sur la scène politique internationale, les positions de la nouvelle administration en matière de politique étrangère suscitent une attention
attention particulière, notamment en ce qui concerne la question du Sahara marocain. Ce dossier représente un enjeu fondamental et un baromètre essentiel pour le peuple marocain dans l'évaluation des personnalités et des orientations politiques qui auront à gérer cette question cruciale liée à l'intégrité territoriale du royaume. Dans ce contexte, le département d'État américain et des figures politiques influentes comme le sénateur Marco Rubio jouent un rôle déterminant dans les relations bilatérales entre le Maroc et son allié stratégique, les États-Unis. Les positions de Rubio, alignées sur celles de l'administration américaine, soutiennent fermement l'intégrité territoriale du Maroc et renforce la proposition d'autonomie sous souveraineté marocaine comme solution réaliste et viable. Par ailleurs, son opposition claire à l'attitude de l'Algérie qui entrave les efforts en faveur d'une solution pacifique basée sur le dialogue diplomatique reflète un engagement cohérent avec les principes de sécurité et de stabilité promus par les États-Unis. De plus, Marco Rubio aurait exprimé son intention de proposer officiellement l'imposition de sanctions contre l'Algérie en réponse à son opposition aux politiques de sécurité américaines à l'échelle mondiale, à ses activités déstabilisatrices en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, ainsi qu'à ses violations des sanctions économiques américaines imposées à la Russie. Cependant, le Maroc ne fonde pas exclusivement son approche de l'intégrité territoriale sur les positions d'une quelconque administration étrangère. Le Royaume, sur l'ensemble de son territoire, s'appuie sur un consensus national solide et une détermination inébranlable incarnée par la vision éclairée de Sa Majesté, le roi Mohamed VI. Grâce à sa sagesse et à son approche diplomatique équilibrée, le Maroc continue de consolider sa place parmi les nations, tout en affirmant avec conviction sa souveraineté et son unité territoriale. Merci, Jehan. Chris, commençons par vous. Quelle analyse faites-vous des nominations annoncées jusqu'à présent par le président élu pour constituer son cabinet? Quels sont, selon vous, les postes clés et les figures les plus influentes? Je vous remercie, Marc. En fait, l'épisode d'aujourd'hui promet d'être particulièrement enrichissant grâce à la participation de nos invités de haut niveau qui nous éclaireront sur ces questions cruciales. À mon sens, la sélection la plus significative pour nos téléspectateurs concerne l'équipe de sécurité nationale du président élu. En particulier les figures clés qui façonneront la politique étrangère des États-Unis. Le secrétaire d'État, le nouvel ambassadeur auprès des Nations Unies, ainsi que le Conseil de la sécurité nationale. Ces trois personnalités issues du Congrès américain possèdent une solide expérience en matière d'affaires étrangères. Elles sont également perçues dans une certaine mesure comme adoptant une posture ferme vis-à-vis de l'Iran, notamment en raison de leur soutien marqué à Israël. Il sera donc fascinant d'observer si le président s'en tient aux orientations qu'il pourrait proposer ou s'il a choisi de suivre sa propre voie. Il a écrit L'art de la négociation qui fait de lui un maître incontesté en la matière. Absolument, cela s'inscrira pleinement dans les orientations de sa politique étrangère. Docteur, permettez-moi de vous poser une question. Marco Rubio, qui a été choisi pour le poste de secrétaire d'État, figure parmi les opposants les plus virulents à la politique de Téhéran. À travers cette nomination, le président élu semble adresser un message fort, voire un avertissement au régime iranien. Par ailleurs, comme nous venons de l'évoquer, cette nomination reflète aussi l'intérêt de Donald Trump pour la négociation, ce qui pourrait être perçu comme une approche incitative. Alors, quelle est votre analyse quant à cette nomination du sénateur Rubio? Je pense que le sénateur Rubio véhicule un message puissant visant à donner au peuple iranien les moyens de résister face à ce régime oppressif. Si l'on observe la situation sur le terrain, il est évident que le peuple iranien aspire à un changement de régime, un désir pour lequel il paie un prix tragique en vie humaine et en sang versé. À l'heure où nous parlons, nous commémorons d'ailleurs l'anniversaire du mois sanglant de novembre 2019, durant lequel ce régime a massacré 1500 manifestants non armés. Je pense donc que l'administration actuelle est en mesure de poursuivre l'élan amorcé en renforçant la politique de pression maximale afin de soutenir le peuple iranien dans sa quête légitime de changement et de la démocratie qu'il mérite.
Norman, permettez-moi de m'adresser à vous. Dans quelle mesure les nominations effectuées jusqu'à présent par Donald Trump pour les postes ministériels reflètent-elles la philosophie de l'Amérique d'abord, qui a constitué le slogan central de sa campagne présidentielle de 2016? Merci de m'avoir accueilli. Je pense que la meilleure manière d'analyser les choix ministériels du président élu Trump est de les considérer comme le reflet de sa vision du monde. Ces individus partagent non seulement ses convictions, mais lui témoignent également une grande loyauté, tout en adoptant une perspective axée sur les intérêts des États-Unis. Trump semble considérer que la politique intérieure et la politique étrangère sont étroitement liées, ce qui revêt une importance particulière. Lors de son administration précédente, les divergences de point de vue entre lui et certains responsables qu'il avait nommés ont généré des frictions, freinant ainsi la mise en œuvre de certaines politiques. Cette fois, son ambition est d'instaurer rapidement une série de réformes transformatrices visant à dynamiser l'économie américaine et à stabiliser diverses régions du monde. Pour cela, il a besoin d'une équipe unie et alignée sur ses priorités stratégiques. Permettez-moi de poursuivre avec vous sur ce sujet, si vous le permettez. Quels enseignements tirez-vous des choix envisagés pour certains postes clés, notamment celui de secrétaire d'État avec Marco Rubio, sénateur de Floride, comme nous venons de l'évoquer, celui du secrétaire à la Défense avec Pete Hegseth, animateur sur Fox News. Que signifient ces nominations? Je pense qu'il s'agit ici d'un ensemble de qualités et de caractéristiques partagées. Aucun de ces responsables, y compris le président élu Trump, n'a l'intention de voir les États-Unis s'engager dans un conflit armé dans la région, ni de provoquer une guerre. Tous souhaitent contenir et contraindre l'Iran. Par ailleurs, ils se distinguent par leur ferme soutien à Israël, mais également par leur engagement en faveur des partenaires les plus fiables des États-Unis, tels que le Maroc. Le Maroc en particulier bénéficiera sans aucun doute d'un soutien considérable de cette nouvelle administration, compte tenu de son rôle en tant que partenaire de confiance. Si l'on envisage une politique régionale fondée sur ces principes, il devient évident que cette approche permettra de bâtir une structure cohérente et solide. C'est exact. Donald Trump a en effet promis qu'il n'y aurait pas de nouvelle guerre. Ambassadeur Bloomfield, j'aimerais me tourner vers vous. Dans quelle mesure estimez-vous que le président Trump a accordé la priorité aux partisans d'une ligne dure envers l'Iran dans le processus de sélection des membres de son futur cabinet? First of all, nice to see you and greetings to your viewers and thank you for having me on the show. Tout d'abord, je suis ravi d'être parmi vous. Je tiens à saluer vos téléspectateurs et à vous remercier de m'avoir invité dans le cadre de cette émission. Je ne pense pas que le président élu Trump ait sélectionné les membres de son cabinet en s'appuyant sur des politiques précises et prédéfinies, hormis peut-être en ce qui concerne Israël. À cet égard, des figures telles que le gouverneur Mike Huckabee, un chrétien évangélique convaincu qui se rend fréquemment en Israël, son envoyé pour la paix semble correspondre à des profils particulièrement appréciés par l'actuel gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Il semble d'ailleurs probable que Trump soutienne largement Netanyahou s'il demeure en fonction. Cependant, lorsqu'il s'agit d'autres dossiers majeurs comme l'Ukraine, la Russie, l'Iran, les défis posés par la Chine sous Xi Jinping ou encore la question de Taïwan, je ne pense pas que les nominations aient été effectuées dans une optique si ciblée. Ces choix se distinguent fortement de ceux réalisés lors de la première élection de Trump. À l'époque, il avait fait appel à des personnalités bien établies dans l'établissement, comme le général Mattis, Rex Tillerson, alors PDG d'une des plus grandes entreprises mondiales, ou encore le sénateur Don Coates, ancien ambassadeur en Allemagne, devenu directeur du renseignement national, ainsi que M. Mike Master. Norman, nous savons tous que le style du président Trump est un mélange singulier de politiciens non conventionnels et d'entrepreneurs audacieux. Pensez-vous qu'il continuera d'adopter cette approche dans ses politiques envers nos alliés, ou bien assisterons-nous lors du second mandat à l'émergence d'un Trump davantage conforme aux conventions politiques traditionnelles?
Absolument. Le président Trump est reconnu pour son talent de négociateur, une qualité dont il est particulièrement fier. Bien que d'autres politiciens et décideurs puissent également se considérer comme des négociateurs, le président Trump possède une approche distincte, presque instinctive. Cependant, pour qu'un accord aboutisse, il est impératif que chaque partie y trouve son compte. Certes, le président Trump pourrait proclamer qu'il a obtenu une victoire plus éclatante que celle de son partenaire, mais c'est une pratique courante chez les hommes d'affaires lorsqu'ils concluent des transactions. Cela dit, pour qu'une négociation soit véritablement réussie, deux conditions essentielles doivent être remplies. Tout d'abord, le partenaire doit être convaincu qu'il tire un avantage significatif de l'accord. Ensuite, il doit être évident pour les autres acteurs que collaborer avec le président Trump peut également être bénéfique dans leur propre contexte. Un excellent exemple de cette dynamique est illustré par les accords d'Abraham. Les pays qui y ont adhéré ont bénéficié d'investissements considérables, d'opportunités commerciales accrues et d'un soutien politique substantiel. Ces accords ont créé une situation où chaque partie pouvait y trouver un bénéfice et la présenter comme une victoire selon ses propres priorités. Je pense qu'il est essentiel de souligner qu'un accord ne peut être viable que s'il repose sur un scénario gagnant-gagnant. C'est précisément cette approche que privilégie le président élu Trump. Poursuivons cette discussion autour de Trump en tant que négociateur potentiel. Docteur, certains observateurs suggèrent que le président élu pourrait rechercher une opportunité de paix ou une forme de normalisation avec le régime iranien. Quelle est la perception de l'opposition iranienne à cet égard? How does the Iranian opposition view Trump? Do they view him that way? I think the real message here is Je pense que le véritable enjeu ici réside dans la question suivante, qui est véritablement à la table des négociations. Comme Norman l'a souligné, il est essentiel d'identifier les acteurs impliqués dans la conclusion d'un accord avec la nouvelle administration. Et si l'on se penche sur la situation à Téhéran, nous faisons face à un régime fragilisé, contesté de manière croissante par une population qui aspire à un changement radical. Le peuple iranien cherche à renverser les autorités en place et cette volonté se manifeste par une intensification des troubles, des grèves et des manifestations à travers le pays. Ces événements illustrent clairement la faiblesse du régime iranien. Dès lors, pour parvenir à un accord véritablement légitime, celui-ci doit être conclu avec le peuple iranien lui-même qui aspire à une république laïque et non nucléaire. Il est important de noter que le concept de changement de régime suscite parfois des réticences à Washington en raison d'expériences passées, mais dans le cas présent, l'appel au changement émane directement de l'intérieur du pays. La nouvelle administration devrait donc soutenir activement ce mouvement comme un pilier central de sa politique envers l'Iran. Vous affirmez que le changement de régime ne viendra pas de l'étranger, mais de l'intérieur. Oui, il s'agit d'un changement authentique. Cette volonté de changement de régime émane de l'intérieur de l'Iran et non de Washington. Ambassadeur Bloomfield, selon vous, quelles étaient les principales motivations derrière la campagne de pression maximale de Donald Trump contre l'Iran durant son premier mandat? Comment évaluez-vous l'efficacité de cette stratégie? Il semble qu'il envisage de la poursuivre lors de son prochain mandat. Marc, je pense que Trump l'a clairement exprimé il y a quelques années lorsqu'il s'est retiré de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien. En effet, Obama et son équipe avaient finalement conclu un accord nucléaire avec un État paria qui, pendant des années, avait été un objectif majeur de la politique étrangère des Nations Unies. Trump a vivement critiqué cet accord et beaucoup d'autres ont partagé cette critique. Il est indéniable que cet accord n'était pas parfait. Toutefois, je pense que Trump a souhaité exercer une pression sur l'Iran pour le pousser à revenir à la table des négociations et obtenir un accord nucléaire plus solide que celui négocié sous Obama. La question qui se pose désormais est la suivante. Nous avons observé quelques signes laissant penser qu'il pourrait encore chercher à exercer cette pression sur l'Iran pour parvenir à un meilleur accord nucléaire. Cependant, je pense qu'il est désormais trop tard pour cela. De plus, il existe de nombreux autres problèmes substantiels avec l'Iran qui devraient être mis en avant et je ne suis pas certain qu'il s'agisse de la priorité. Le retour de Brian Hock, ancien coordinateur de la stratégie de pression maximale au département d'État, est un signe en ce sens.
Permettez-moi de vous donner mon point de vue, étant moi-même impliqué dans cette question. Je pense qu'il est grand temps de réévaluer la politique actuelle et d'adopter une nouvelle approche. De nouvelles informations concernant l'Iran ont émergé et Washington ne les a pas toujours bien comprises. Norman, je voudrais vous demander, la première administration de Donald Trump a effectivement renforcé les sanctions contre l'Iran dans le cadre d'une politique de pression maximale. Comment pensez-vous que le président élu équilibrera cette approche lorsqu'il reviendra dans le bureau ovale, en tenant compte des intérêts de certains pays étrangers, notamment de ses alliés qui souhaitent profiter des exportations iraniennes et en particulier du pétrole? Commençons par rappeler que les États-Unis ont rompu leurs liens économiques et commerciaux avec l'Iran, à l'exception des denrées alimentaires et des médicaments dont l'acheminement vers l'Iran reste autorisé par les sanctions. Ainsi, les États-Unis ne demandent à leurs partenaires et alliés rien qu'ils ne s'imposent eux-mêmes, dans une mesure plus large. Ensuite, il est indiscutable que les sanctions sont efficaces, mais il est crucial de comprendre leur objectif. En réalité, elles visent principalement à provoquer un débat au sein des dirigeants iraniens sur la question de savoir si la souffrance économique justifie les activités terroristes et déstabilisatrices menées par le régime. Ils se retrouvent donc à se demander si, dans un contexte normal, cela en vaut la peine. Les sanctions ont-elles eu un impact sur l'Iran? Il ne fait aucun doute. Le président Obama lui-même l'a reconnu, affirmant publiquement que c'est en raison des sanctions que l'Iran est venu à la table des négociations sur le nucléaire. Les sanctions imposées sous l'administration Trump ont notablement réduit les ressources disponibles pour des groupes comme le Hezbollah, le Hamas et le Houthi. Un groupe terroriste disposant de moins de fonds est effectivement moins capable d'agir, ce qui se traduit par moins de pertes humaines. En revanche, lorsque les sanctions ont été levées, ces groupes ont retrouvé des ressources financières, ce qui a contribué à la violence régionale que nous connaissons aujourd'hui. Which means under sanctions, people stayed alive in greater numbers. But when sanctions were released, terrorist groups have more money. L'administration Trump insistera fermement sur le respect des sanctions et les pays qui enfreindront cette règle se retrouveront dans une situation délicate face à cette administration qui imposera des sanctions supplémentaires. Car, comme nous l'avons vu, l'allègement des sanctions permet à l'Iran de financer des activités déstabilisatrices, ses services de renseignement et ses programmes de missiles, ce qui mène à davantage de morts. Je voudrais vous poser la question à tous les deux sur le plateau. Chris, permettez-moi de commencer par vous. Quel est votre avis sur les sanctions? Ce second volet est-il identique au précédent et y en aura-t-il d'autres? Bon, je pense qu'il existe un aspect important à considérer en ce qui concerne les sanctions. Obama et Biden pourraient affirmer que, d'une manière ou d'une autre, cela permet au régime iranien de présenter les États-Unis et l'Occident comme des boucs émissaires, en faisant croire au peuple iranien que toute la souffrance qu'il endure provient de l'extérieur et non du régime lui-même. Donc, en réalité, il est évident que ce régime a échoué. Je crois donc que si les sanctions sont appliquées de manière holistique et globale, accompagnées de mesures complémentaires visant à éduquer et probablement à soutenir les citoyens iraniens, ils auront davantage de chances de réussir. Je pense que Trump, en tant que négociateur, apprendra de ses expériences passées. Cette fois-ci, il pourra chercher à élaborer une nouvelle politique différente et, espérons-le, plus efficace que la précédente. Docteur, quel est votre avis sur cette question? Sommes-nous sur le point de revenir aux sanctions et quelles en seraient les répercussions économiques et géopolitiques plus larges? Je suis d'accord avec les observations de l'ambassadeur Bloomfield. À mon sens, il est grand temps d'entreprendre une révision en profondeur de la politique iranienne. Je pense que les sanctions constituent des instruments importants, mais ne devraient en aucun cas être les seuls outils utilisés. Toutefois, lorsqu'on considère la menace iranienne dans son ensemble, il est crucial de prendre en compte la situation actuelle de l'Iran. Traiter avec le régime iranien d'aujourd'hui est bien différent de celui d'il y a 5 ans.
À l'époque, le régime était encore sous l'égide de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, bénéficiant de diverses incitations de l'administration Obama. En revanche, sous l'administration Trump, la pression maximale exercée, couplée aux sanctions qui ciblent le corps des gardiens de la révolution, a été particulièrement efficace, réduisant la capacité de l'Iran à vendre du pétrole, ce qui a limité ses ressources pour financer la terreur et ses ambitions nucléaires. Ces mesures ont donc prouvé leur efficacité. À mon avis, la nouvelle administration devrait adopter une approche plus holistique vis-à-vis de l'Iran, centrée sur la voix du peuple iranien. Cela inclut la défense des droits humains, le soutien au mouvement pour le changement de régime porté par les Iraniens, et l'offre de soutien technologique, notamment l'accès à Internet. Il est également primordial de réfléchir à la manière de réellement isoler ce régime pour permettre au peuple iranien de renverser son oppresseur, bien que certaines actions entreprises jusqu'à présent aillent dans la bonne direction, il reste encore beaucoup à faire. Je pense qu'il est essentiel d'aller au-delà des sanctions économiques et introduire des mesures responsabilisantes en renforçant les sanctions liées aux droits humains et en envoyant des messages forts d'autonomisation du peuple iranien. Selon vous, isoler le régime signifie-t-il l'empêcher de vendre du pétrole aux États-Unis ou à leurs alliés occidentaux? Si l'on considère le régime de l'apartheid en Afrique du Sud, les mesures qui ont été efficaces pourraient également l'être vis-à-vis de l'Iran. Docteur, je vous remercie infiniment. Dans la seconde partie de cette émission, nous poursuivrons cette discussion passionnante. Nous revenons après une courte pause. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission depuis Washington. Notre discussion d'aujourd'hui porte sur les choix du président élu Trump pour son cabinet et sur les politiques qu'il envisage de mettre en place vis-à-vis de l'Iran. De retour sur le plateau, Chris, permettez-moi de vous poser la question suivante. Le Maroc a été le premier à alerter sur les intentions du Hezbollah et de l'Iran en Afrique du Nord. Pensez-vous que le président élu Trump tiendra compte des préoccupations du Maroc lorsqu'il définira sa politique à cet égard? Dans cette émission, nous soulignons régulièrement et continuons à constater à quel point le Maroc bénéficie d'un respect considérable, tant dans sa région qu'à Washington. Vous venez de soulever un point extrêmement pertinent. Le Maroc a été le premier à alerter sur les agissements du Hezbollah. Cela constitue, à mon sens, une leçon importante pour l'avenir, non seulement pour la prochaine administration, mais aussi pour les décideurs à Washington. Nous devons prêter une attention particulière à notre allié de confiance, le Maroc, qui possède une connaissance approfondie de la région ainsi qu'une compréhension claire des dangers, des risques et des opportunités qui y prévalent. En ce qui concerne le Hezbollah, il est évident qu'il représente non seulement une menace pour la paix au Moyen-Orient, mais également un ennemi des États-Unis. Depuis des années, ce groupe est classé comme organisation terroriste. Je suis convaincu que Donald Trump adoptera une position ferme et proactive pour réduire l'influence du Hezbollah, tout en soutenant Israël dans ses efforts pour neutraliser les capacités de ce groupe terroriste. La question essentielle est la suivante. Si l'administration Biden échoue à conclure un accord entre le Liban et Israël, l'administration Trump sera-t-elle en mesure de le faire? Question complémentaire, est-il envisageable que Donald Trump exerce des pressions sur l'Algérie afin de l'inciter à empêcher les combattants du Hezbollah de s'implanter dans la région de Tindouf, où est basé le Front Polisario? Ce problème revêt une importance capitale, non seulement pour le Maroc, mais également pour les États-Unis. Cette région est stratégiquement essentielle et les défis auxquels fait face le Sahel ne peuvent être ignorés, d'autant qu'ils représentent une menace directe pour notre intérêt. Ainsi, je suis convaincu que Donald Trump collaborera étroitement avec notre allié stratégique, le Maroc, afin de mettre en place une politique visant à limiter toute forme d'activité terroriste.
Docteur, pouvez-vous nous éclairer sur l'impact de la rhétorique souvent virulente et des politiques adoptées par Donald Trump à l'égard du gouvernement iranien? Plus précisément, comment ces éléments ont-ils influencé sa politique intérieure? Le régime iranien a démontré au cours des 4 dernières décennies qu'il s'appuie sur une politique systématique d'oppression intérieure et de terrorisme à l'étranger. D'un point de vue stratégique, sa priorité reste sa propre survie, indépendamment de l'identité du locataire de la Maison-Blanche. Actuellement, son objectif principal est de se remettre des pertes subies ces derniers mois tout en maintenant une emprise ferme sur le pouvoir au sein du pays. Cela étant dit, aucun dialogue, aucune négociation ou tentative d'apaisement ne parviendra à modifier fondamentalement le comportement de ce régime. Il demeure résolu à acquérir l'arme nucléaire et à établir une hégémonie régionale. Ses ambitions doivent guider la formulation de notre politique à l'égard de l'Iran. Miser sur le peuple iranien constitue, selon moi, la meilleure approche. L'administration devrait donc entendre clairement le message émanant de l'intérieur de l'Iran, soutenir cette voie et promouvoir une politique ferme alignée sur les aspirations du peuple. Vous venez d'évoquer de récents événements marquants pour le bénéfice des téléspectateurs. Il convient de rappeler que les alliés de l'Iran, notamment le Hezbollah et le Hamas, ont été considérablement affaiblis au cours des affrontements récents avec Israël. De plus, en réponse aux actions de l'Iran, des rapports publiés par le Washington Post et le New York Times indiquent qu'un site nucléaire en Iran aurait été détruit. Ces événements constituent des développements significatifs. Si Donald Trump s'inscrivait dans sa dynamique, quelles seraient les réactions du régime iranien? Le régime iranien se trouve actuellement dans une situation de profond désespoir. Il s'efforce non seulement de survivre, mais également de résister à la pression croissante exercée à l'intérieur même du pays. Dans cette optique, il semble chercher à reconfigurer la dynamique en sa faveur, envisageant peut-être même de s'engager dans des négociations sur la question nucléaire. Cela s'inscrirait dans une tentative stratégique en jouant sur la réputation de Donald Trump en tant que négociateur. Cependant, il est important de noter que la rhétorique adressée à l'Occident diffère grandement de la réalité vécue dans les rues iraniennes. Pour formuler une politique efficace et cohérente à l'égard de l'Iran, il est impératif de ne pas se laisser berner par le discours officiel des dirigeants iraniens, mais plutôt de concentrer notre attention sur la situation réelle. Il faut rappeler que les aspirations du régime ne correspondent pas à celles du peuple. Norman, permettez-moi de vous poser une question. Étant donné votre grande expérience de la région, je suis curieux de savoir si vous pensez que la prochaine administration Trump sera prête à répondre à toute menace émanant d'Iran ou de ses mandataires à l'égard du Maroc. Le Maroc constitue un partenaire stratégique fondamental pour les États-Unis et joue un rôle essentiel dans la sécurité de l'Afrique et de l'Europe. Il est regrettable que l'importance géographique et géopolitique du Maroc, ainsi que son rôle dans la stabilité économique et politique de nombreux pays, ne soit pas suffisamment souligné. Un jour, l'histoire soulignera les nombreux avantages que le monde a tirés du soutien marocain en matière de sécurité, notamment contre l'Iran et d'autres menaces. Vous avez raison de rappeler l'implication de l'Iran dans la déstabilisation du Maroc, mais la situation est en réalité encore plus complexe. L'Iran cherche activement à établir des relations avec des pays comme le Niger et le Soudan, en fournissant des missiles et des drones soutenus par la force Al-Quds. De plus, l'Iran cherche à sécuriser un port au Soudan, ce qui lui permettrait d'acheminer des ressources logistiques en Afrique pour soutenir ses activités, y compris le transfert de combattants, de camps d'entraînement, de drones et de missiles, afin de les distribuer par voie terrestre à travers la région subsaharienne, mettant ainsi en danger le Maroc et l'Afrique du Nord. L'administration Trump, en partenariat non seulement avec le Maroc, mais aussi avec des alliés précieux comme les Émirats et l'Arabie saoudite, s'opposera sans aucun doute à de telles initiatives. Cet effort nécessite une collaboration étroite. Et comme toujours, en Afrique du Nord, les États-Unis s'appuieront sur la sagesse des dirigeants marocains, ainsi que sur l'expertise des forces de sécurité marocaines, des partenaires de grande valeur avec un historique impressionnant de réalisation. En évoquant cette expertise approfondie, je me tourne vers vous, ambassadeur Bloomfield. Je serais intéressé d'avoir votre avis sur cette question. L'administration Trump sera-t-elle prête à répondre à toute menace émanant d'Iran ou de ses mandataires à l'encontre du Maroc?
Je pense que l'équipe en charge de la politique étrangère et de la sécurité pourrait être disposée à répondre favorablement lorsqu'elle entendra ces alliés marocains exprimer leurs besoins d'aide. En particulier si ces préoccupations proviennent également de leurs partenaires du Golfe ou d'Israël. Si ces derniers soulignent que le Maroc fait face à une menace, je crois que l'administration serait encline à apporter son soutien. Ce que j'aimerais toutefois voir, c'est une meilleure exposition des actions réelles de l'Iran, en établissant des liens clairs entre les différents éléments. Par exemple, il est crucial de comprendre que les drones fabriqués par l'Iran, notamment par les gardiens de la Révolution, sont aujourd'hui déployés en Éthiopie et au Soudan, contribuant ainsi à la déstabilisation du Maghreb. Et cela ne s'arrête pas là, ces drones se retrouvent également en Ukraine. Quel est l'objectif donc de ces actions? Il ne s'agit de mettre en péril l'approvisionnement alimentaire en Afrique du Nord, tout en menaçant les exportations agricoles ukrainiennes. Il est impératif de relier ces points entre eux et de tenir en compte des préoccupations exprimées par l'Égypte, le Maroc et d'autres pays qui considèrent l'Iran comme une des causes de leurs difficultés, notamment en raison des pertes de revenus dans le canal de Suez, perturbé par les activités iraniennes en mer Rouge. L'Iran a même envoyé ses propres navires de guerre pour coordonner ses attaques. Il est donc essentiel de désigner clairement le coupable et de discuter des moyens de mettre fin à ces actions. Et il ne s'agit pas seulement de la question nucléaire. Permettez-moi d'ajouter que selon moi, le régime iranien est dans une situation précaire. Approfondissons cette question. Une rencontre récente signalée entre un haut responsable iranien et Elon Musk, l'entrepreneur qui a joué un rôle clé dans l'élection de Donald Trump, suggère la possibilité d'un changement de ton dans les relations entre Téhéran et Washington. Cela survient malgré un passé chargé, bien entendu, entre le président élu et l'Iran. L'un des responsables iraniens a indiqué que c'était l'inventeur de la technologie lui-même qui avait sollicité cette rencontre et que l'ambassadeur avait été chargé de choisir le lieu. Je vous propose de suivre le reportage du New York Times suivant. Pick the site. Let's watch this report on reporting by the New York Times. Sous le titre des responsables iraniens disent qu'Elon Musk a rencontré l'ambassadeur d'Iran auprès des Nations Unies, le New York Times a publié un article de la journaliste irano-américaine Farnaz Fassihi qui commence son article en soulignant qu'Elon Musk, proche conseiller du président Donald Trump, a rencontré l'ambassadeur d'Iran auprès des Nations Unies à New York. Cette rencontre, décrite par deux responsables iraniens, aurait été consacrée à une discussion sur les moyens de réduire les tensions entre l'Iran et les États-Unis. Selon ces sources, la réunion entre Musk et l'ambassadeur Amir Saïd Iravani a duré plus d'une heure et s'est tenue dans un lieu secret. Les responsables iraniens s'exprimant sous couvert d'anonymat ont qualifié la rencontre de positive. La journaliste du New York Times a également rappelé que durant son premier mandat, Trump avait retiré les États-Unis de l'accord nucléaire signé en 2015 entre l'Iran et les puissances mondiales, le qualifiant de terrible accord unilatéral qu'il estimait ne jamais devoir avoir lieu. Par la suite, il a imposé des sanctions économiques sévères sur les revenus pétroliers de l'Iran et ses transactions bancaires internationales, tout en ordonnant l'assassinat de l'un des généraux les plus haut placés de l'Iran, Qasem Soleimani, en Irak en 2020. La journaliste irano-américaine Farnaz Fassihi conclut son article en notant que malgré l'historique d'hostilité entre Trump et l'Iran, il semble que ce dernier veuille garder la porte ouverte à la diplomatie. La journaliste rapporte que Trump semble également s'intéresser aux affaires iraniennes à travers l'International Crisis Group. Bien que certains de ses conseillers préfèrent une approche plus pressante à l'égard de l'Iran, les analystes estiment que tout est possible avec lui. En conclusion, la journaliste précise que la mission iranienne auprès des Nations Unies n'a pas souhaité commenter publiquement cette rencontre.
Docteur, j'aimerais vous poser une question à propos de cet article. Il est indiqué, je cite, que suite à l'élection de Trump la semaine dernière, l'Iran s'interroge ouvertement sur la possibilité de conclure un nouvel accord plus durable avec les États-Unis. Alors, quelles sont les intentions du régime iranien? Est-ce le début d'une nouvelle phase ou s'agit-il simplement d'une tentative de gagner du temps? Il est possible que nous soyons à l'aube d'une nouvelle période où l'on cherche à gagner du temps. Ce que nous observons de la part du régime de Téhéran, c'est un régime désespéré qui tente de déterminer quelle sera sa prochaine action. 3 éléments sont actuellement en jeu. Premièrement, l'aspiration de l'hégémonie régionale qui s'est considérablement affaiblie. Deuxièmement, l'horloge tourne à l'intérieur de l'Iran avec un peuple qui manifeste dans les rues, protestant contre un dictateur, qu'il s'agisse du Shah ou des mollahs. La volonté du peuple iranien de voir un changement et d'envisager une alternative au régime actuel est désormais très claire. Troisièmement, la lutte pour la succession de l'Ayatollah Khamenei devient de plus en plus évidente et publique, marquée par des luttes internes au sein même du régime. Il existe ainsi un véritable affrontement entre le régime et le peuple iranien pour la démocratie et la liberté, ainsi qu'une perte de légitimité au niveau régional. Si l'on combine ces 3 facteurs, il devient évident que la dernière attitude du régime iranien relève d'une tentative désespérée de gagner du temps. Pour ce faire, il s'appuie sur une stratégie nucléaire. Soyons clairs, ce régime cherche à survivre en réprimant son peuple et à se doter d'une bombe nucléaire pour consolider son rôle d'acteur majeur dans la région. Il me semble que notre attention doit se concentrer sur ce point précis. L'une des choses qu'a mentionné l'ambassadeur Blomfield est particulièrement pertinente. Nous devons nous préparer à l'après-régime et comprendre sur quelle alternative nous nous sommes réellement alignés et quelle option nous avons soutenue pour remplacer ce régime. Et si une alternative existe qui prône une république laïque non nucléaire, c'est cette voie qu'il nous faut suivre pour garantir une paix et une stabilité durable dans la région. Sinon, allons-nous répéter les erreurs du passé en fabriquant une opposition ou en soutenant de fausses alternatives qui ne cherchent qu'à se faire entendre sans véritablement apporter de changement? C'est cette clarté qu'il est impératif d'avoir dans la politique américaine à l'avenir. Dernière question pour Chris. Comme vous le savez, Donald Trump aime souvent associer la hausse des marchés à ses succès, mais moins souvent la baisse des marchés. Or, les marchés détestent l'instabilité au Moyen-Orient, l'impact sur le pétrole, etc. Donald Trump a également exprimé son souhait de ne pas entamer de nouvelles guerres. Je suis donc curieux de savoir comment vous envisagez que la prochaine administration Trump abordera la menace iranienne dans la région. Marc, l'une des questions que j'apprécie particulièrement dans cette émission, c'est que nous mettons à disposition de nos téléspectateurs les meilleures idées en provenance de Washington. Et je pense que l'épisode d'aujourd'hui en est un exemple parfait. 3 experts sont venus nous exposer leurs perspectives sur la manière de contenir l'Iran et d'empêcher qu'il ne continue à menacer la paix, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Et aucun d'entre eux n'a évoqué l'option d'une nouvelle guerre. Je crois donc que certaines des idées brillantes que nous avons entendues aujourd'hui peuvent être mises en pratique. Je pense que Donald Trump et ses collaborateurs prêteront attention aux avis des experts que nous avons entendus et qu'ils agiront en conséquence. Je ne m'attends donc pas à ce qu'ils déclenchent un nouveau conflit, car je ne crois pas qu'une guerre supplémentaire soit nécessaire pour contenir l'Iran. Je voudrais vous demander une prédiction à tous les deux. Chris, je commencerai par vous, puis nous conclurons avec la docteure. Comment voyez-vous l'avenir de la politique étrangère de l'administration Trump pour les 4 prochaines années? Des victoires ou des revers? Écoutez, en tant qu'Américain, j'espère sincèrement qu'il y aura des victoires. C'est crucial, car le monde est actuellement dans une situation quelque peu fragile. Les États-Unis devraient jouer un rôle central à cet égard. Docteur, vos prédictions? Je partage l'avis de Chris et je pense qu'il est crucial de comprendre ce qu'il faut réellement pour instaurer la démocratie et promouvoir les droits de l'homme au Moyen-Orient. Cela devrait constituer un pilier central et une boussole pour orienter la stratégie régionale. Il est essentiel de soutenir les peuples de la région qui rejettent un régime comme celui de Téhéran. L'image de la tête de serpent à Téhéran résonne profondément avec les habitants du Moyen-Orient. Nous devons tirer parti de cette analogie et explorer les moyens de couper le serpent en renforçant le pouvoir des populations locales. Je crois que le peuple iranien pourrait servir d'exemple pour la région, car il lutte pour la démocratie
démocratie depuis plus de 4 décennies, payant un lourd prix pour cela, en particulier les femmes iraniennes qui jouent un rôle crucial dans cette lutte. En observant les courageuses femmes et filles iraniennes qui risquent leur vie dans les rues, en écrivant des slogans sur les murs, elles défient un régime misogyne en place. Si l'on ajoute à cela la quête plus large de démocratie en Iran, je pense que la boule de cristal nous montre qu'il est possible d'atteindre un Moyen-Orient pacifique et stable, exempt de menaces de guerre ou de terrorisme. Cependant, pour y parvenir, nous devons rester concentrés sur une politique ferme, en commençant justement par Téhéran. Je vous remercie tous les deux pour vos prévisions éclairées. Vous remercie d'avoir été avec nous pour cet épisode depuis Washington. Nous espérons que vous avez apprécié cette discussion passionnante. Et n'oubliez pas de suivre les plateformes de Média TV sur les réseaux sociaux. Un grand merci au Dr Ramesh Seferad, ainsi qu'à Chris Lapetina, l'ambassadeur Lincoln Bloomfield, Norman Rule, et à tous ceux qui ont contribué à l'épisode d'aujourd'hui. Merci également à notre correspondante Jeanne Mansour ainsi qu'à l'équipe de production sous la direction de Mohamed Saïd Al-Wafi, le réalisateur et producteur. Merci à tous. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode avec le Maroc depuis Washington.